Les trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend semblables. Les trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Présenté par l'experte en patrimoine, Louisa Galez sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Les pays africains ont souvent des noms qui les qualifient. C'est ainsi que Burkina se traduit en moré par intégrité et honneur. Et Faso se traduit en Dioula par la terre ou la patrie. Le Burkina Faso, c'est l'ancienne République de Haute-Volta, la patrie des personnes intègres ou la patrie de l'intégrité. Un pays de l'Afrique de l'Ouest entouré par le Niger, le Bénin, le Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali. Ouagadougou, la capitale politique du Burkina Faso, est située au centre du pays. Bobo-Dioulasso, situé dans les hauts bassins, dans le sud-ouest du pays, en est la capitale économique. Entre 1853 et 1897, ces territoires ont été explorés et conquis par les Allemands, les Anglais, les Français. Au total, 16 traités de protectorat ont été signés, pour qu'en 1896, suite à des accords entre Européens, l'ensemble du territoire finit par revenir à la France, qui l'intègre entre 1897 et 1904 dans la colonie du Soudan. La colonie de Haute-Volta est donc créée le 1er mars 1919. Elle deviendra indépendante le 5 août 1960. La République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso en 1984 sous le régime de Thomas Sankara, un homme qui va marquer la région de son intégrité et sa perspicacité. La population burkinabé, estimée à un peu plus de 20 millions d'habitants, est d'abord riche de ses ethnies. Les Mossi, l'ethnie majoritaire qui parle le moré, constituent plus de 56% de la population. Il y a aussi les Peuls, les Touaregs, les Gouronsi, les Sénoufas, les Lobi, les Bobo, les Samo. Elle a également plusieurs langues. La langue de travail de l'administration et de l'enseignement est le français. Il existe cependant une soixantaine de langues nationales, dont certaines sont principales et officielles, comme le moré, le peul, le dioula, le gourmandji, le bissa. En matière de religion, selon les estimations de l'Encyclopédie Britannica en 2010, le pays compte plus de 61% de musulmans et 23% de catholiques. Le reste se répartit entre animistes et autres croyances. Sa distinction économique est le coton. Malgré l'aridité de ses sols, le Burkina Faso est derrière l'Égypte le deuxième pays en Afrique producteur de coton. En 2023, il sera le quatrième producteur d'or en Afrique, avec une production de plus de 57 tonnes en or. Le pays a un climat tropical, avec 2 saisons très contrastées. La saison des pluies qui dure environ 4 mois entre juin et septembre, c'est-à-dire l'été de la Méditerranée, et la saison sèche, durant laquelle souffle l'harmattan, un vent chaud et sec, originaire du Sahara, ce qui n'avantage pas les agriculteurs, mais ils se sont adaptés. Ce qui est remarquable est la savane, qui couvre la grande majorité du pays, à l'exception de la pointe nord. Dans les années 80, alors que la conscience écologique est encore très peu développée, le président de Thomas Sankara est l'un des rares dirigeants africains à encourager l'agriculture biologique et considérer la protection de l'environnement comme une priorité. Dans ces années justement, le Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres du monde, un taux de mortalité infantile estimé à 180 pour 1000, une espérance de vie se limitant à 40 ans et un taux d'analphabétisme allant jusqu'à 98%. Une situation que Sankara va renverser, en mettant l'accent sur les céréales. Jean Ziegler,
ancien rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation à l'ONU, souligné en 1987 que le pays est devenu alimentairement autosuffisant. Comme quoi, avec de la volonté et beaucoup de travail et de dévouement, on peut nourrir son peuple. Pour nous accompagner dans la découverte des trésors du Burkina Faso, le docteur Léonce Ki, grand connaisseur de la culture burkinabé et du patrimoine culturel matériel et immatériel, Léonce va nous exposer un volet du patrimoine qui a su intégrer ancienne industrie dans un monde où le mur qui sépare le matériel de l'immatériel a été dépassé. Bonjour Léonce. Léonce, bonjour. Alors, nous allons parler du Burkina Faso. C'est un pays d'Afrique que nous aimons beaucoup. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous fassiez une petite présentation de vous-même. Qui est Léonce Ki? Avant tout propos, je vous remercie pour cette occasion que vous m'offrez et de faire découvrir le Burkina Faso et de plonger en plein cœur donc de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Mais moi, je m'appelle Ki Léon, je suis enseignant-chercheur à l'université Najiboni au Burkina Faso. Et je suis spécialiste du patrimoine culturel. Donc il y a un département qui est le département du patrimoine, c'est ça? Oui, mon département c'est le département culture et tourisme et je suis coordonnateur de la filière management du patrimoine culturel. D'accord. Donc le département est dédié spécialement à la culture et éventuellement je suis facilitateur de la convention 2003 et puis expert donc de la convention 1972. Donc voici brièvement ce que je peux dire sur moi. Et une dernière information, c'est que je suis secrétaire exécutif de l'association pour la sauvegarde des masses, une association qui est accréditée auprès de la convention 2003. Alors nous allons parler du patrimoine du Burkina Faso. Il y a deux éléments du patrimoine. Les plus importants, il y en a d'autres. Il y a le patrimoine naturel, patrimoine industriel, agricole et tout ça. Mais ce qui nous intéresse dans le patrimoine culturel, c'est le patrimoine culturel dit matériel, en fait, il n'est pas aussi matériel que ça, mais on le classe généralement dans les listes du patrimoine mondial et le PCI. Alors, dans les listes du patrimoine mondial, le Burkina Faso a inscrit quand même beaucoup d'éléments, quelques-uns en tout cas. Oui, effectivement, si l'on prend au niveau de la convention donc de 1972, et nous avons eu notre premier site, le site des ruines de l'Europénie. Et ça a été inscrit donc en 2009. Ensuite, en 2017, nous avons obtenu l'extension du complexe W. Arlé Pendjari, qui est un site naturel. En 2019, nous avons réussi à inscrire les 5 sites de la métallurgie ancienne du fer. Et à l'avant-dernière session, notamment en Inde, nous avons inscrit la cour royale de Tchébélé. Donc, ce sont les biens que nous avons sur la liste donc, du patrimoine mondial. C'est quand même très différencié entre le troisième, enfin l'avant-dernier qui concerne la métallurgie et le dernier qui concerne une cour royale. C'est quand même très différent comme patrimoine. Comment on se situe dans tout ça? Comment on se retrouve? Comment est-ce qu'on peut dire que la métallurgie fait partie du patrimoine culturel? Expliquez-nous un petit peu ça. Il faut dire que pour ce qui est du Burkina Faso en particulier, parce que pourquoi on peut dire que la métallurgie est un patrimoine? Parce que il y a un certain savoir endogène. Un savoir endogène qui déjà, quand on part dans la profondeur donc historique, nous avons un site qui date du 17e siècle, donc et avant Jésus-Christ. Et ce qui veut dire qu'il y a eu une technologie endogène parce que des théories ont toujours fait croire que bon, les fers à quitter donc ailleurs pour pouvoir venir, alors que les recherches ont démontré que il y a beaucoup de recherches et de découvertes endogènes. Et ça, c'est cette profondeur historique donc qui en fait un patrimoine. Et l'autre aspect, c'est que quand on essaie de voir au Burkina Faso, nous avons une très grande diversité en matière donc de techniques de transformation du minerai et en loup. Il faut dire que chez nous au Burkina, ce n'est pas la métallurgie donc indirecte, mais c'était la métallurgie directe, c'est-à-dire qu'on transformait directement les minerais en acier.
Et ce qui est différent. Ça, c'est une industrie qui existe depuis très longtemps déjà. Oui, c'est une industrie très très vieille, comme je le disais, déjà au 7e siècle avant Jésus-Christ, on le faisait. Donc nous avons plusieurs types de fourneaux, et des fourneaux aériens qui atteignent 4 à 5 mètres de hauteur, voire 7 mètres parfois. Et nous avons des fourneaux de taille moyenne, et nous avons des fourneaux carrément souterrains. C'est-à-dire que lorsqu'on passe sur la surface du sol, on ne voit absolument rien, mais dans des trous qui ont été creusés à dessein. Mais on ressent quand même la chaleur. Oui, on le sent quand on passe à côté, mais oui, pendant, creusés. Et dans les trous, et on avait donc des structures qui étaient construites, des structures de plus de 2 mètres de hauteur généralement. Ça date de plusieurs siècles et ça existe encore, ça s'est pas effondré. Bon, oui, il y en a 2 qui sont toujours assez bien conservés, et les datations que nous avons obtenues sur ces sites sont du 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui, quand même. Oui, donc ça fait que quand on essaie de voir donc la diversité technique et l'importance des rebuts donc de la réduction, et à ça, si l'on vient ajouter donc la profondeur historique, on avait donc tous les éléments nécessaires pour pouvoir inscrire ces biens sur la liste du patrimoine mondial. Et pour fabriquer cette industrie, à cette époque-là, 4e siècle avant Jésus ou 7e siècle avant Jésus, est-ce qu'on a pu réidentifier ou retrouver les savoir-faire avec lesquels on a pu construire ces industries-là? Oui, il faut dire que il y a un continuum parce que quand on essaie de voir, c'est vrai que dans la métallurgie, nous avons 2 étapes. Nous avons la métallurgie primaire, qui est donc l'étape de transformation du minerai en acier, et on a la métallurgie secondaire qui consiste donc à transformer les métals en outils. Donc pour ce qui est de la métallurgie primaire, jusqu'à dans les années 1960, on avait donc les savoir-faire qui continuaient, mais qui s'est arrêté. Les savoir-faire qui continuaient sans vraiment beaucoup changer, malgré le changement du temps. Ça n'a pas du tout évolué dans l'histoire des techniques. Généralement, nous parlons de métastabilité. Métastabilité, c'est-à-dire que sur de longues périodes, on ne sent pas donc beaucoup d'évolution dans les pratiques. Et ensuite, donc, après, c'est vrai que en 1960, la métallurgie primaire s'est arrêtée, mais la métallurgie secondaire a continué. Et il faut dire même que c'est à partir de là-bas que on verra que je parlais tout de suite de métastabilité. On a assisté à une mutation importante dans la métallurgie secondaire. Et quand on essaie de voir déjà la forme des forges, avant les gens travaillaient essentiellement assis. Mais aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens s'arrêtent pour travailler. Donc, dans la gestuelle, on a donc beaucoup de choses qui ont changé. Même la manière de souffler. Avant, c'était de souffler donc de peau qu'on utilise, mais de plus en plus avec l'innovation donc de l'énergie et du courant, on voit souvent que les gens utilisent donc l'électricité pour pouvoir souffler. Donc, on a cette métallurgie secondaire qui a commencé donc depuis donc le 7e siècle avant Jésus-Christ et qui continue jusqu'à nos jours. Donc, malgré les inventions, malgré l'électricité et l'informatisation, et on n'a pas pu mettre fin à ce genre de travail qui est le travail manuel de l'humain. Non, on n'a pas pu mettre fin à cela parce que ce sont des choses qui sont assez importantes. Et n'oublions pas que nous sommes dans une Afrique aussi où il y a une charge culturelle qui est très très importante. Il y a par exemple pour certains cultes, ce n'est pas le fer industriel, ce n'est pas un ordinateur qui peut le faire, ce n'est pas le fer des usines également qui peut le faire, mais ce n'est que par le travail de la force seulement qu'on peut donc fabriquer certains couteaux culturels et des dabas et autres. Donc la force charge donc du culte, de ce qu'il y avait comme patrimoine ancestral continuant, la forge donc est intrinsèquement liée à cela. Un autre aspect qui est très très important dans nos sociétés, c'est vrai que aujourd'hui nous sommes dans des États, mais on remarquera que il y avait des formes de justice, notamment la médiation. Lorsque je m'entends pas avec quelqu'un, j'avais recours donc au forgeron qui m'aidait. Mais ce forgeron également arrivait donc à faire cette médiation, et malgré le dynamisme social qu'il y avait, les forgerons dans nos communautés continuent donc d'exercer ce travail. Donc au-delà du geste technique de la transformation, il y a des charges donc ethnographiques qui accompagnent la forge, et tous ces aspects continuent de nos jours.
Donc, c'est un métier, en fait, qui est un métier de la matière, du fer et de la production. Mais son producteur, c'est quelqu'un qui est investi d'une sagesse, qui est reconnue par sa société. L'autre élément dont vous m'avez parlé, c'était la cour royale d'Étibélé. d'Étibélé. Oui. Alors, Étibélé, c'est quoi? C'est un lieu? Oui, Tchébélé, c'est le nom d'un village, Kassena, c'est un groupe ethnique qui est à cheval entre le Burkina Faso et le Ghana. Donc, dans les jargons colonial, c'était le groupe ethnique qu'on appelait les Gurunsi. Mais de plus en plus, nous cherchons à valoriser l'auto-appellation et l'autonyme donc que les communautés se donnent. Donc, on les appelle les Kassena. Donc, la cour royale de Tchébélé, il faut dire que c'est pas seulement que l'architecture, mais c'est un ensemble d'éléments. Déjà, au niveau de l'architecture est assez atypique parce que quand on voit les maisons, ce sont des toitures soit en chaume, soit en argamase. Et nous avons des formes quadrangulaires, nous avons des formes circulaires et des maisons en forme de 8. Donc, ce sont des maisons qui avaient été construites pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Et l'autre aspect, c'est que les communautés ont eu cette habitude de décorer, de rendre assez jolies leurs maisons. Et ça, c'est le travail exclusif des femmes, parce que les hommes construisent et les femmes embellissent. Donc, nous avons une très grande richesse donc en matière de décoration. Et la décoration, c'est soit en relief, soit des peintures. Donc, vous profitez de la cour royale pour mettre en évidence tout le travail manuel qui est fait par les hommes et par les femmes à travers le temps. Exactement, parce que c'est exactement ça. Et tout ce que l'homme a utilisé, parce que c'est vrai que de nos jours, on a la machine qui a tendance à remplacer l'homme. Mais ici, c'est vraiment un travail essentiellement manuel. Et dans le plan de gestion, même ce que nous avons entrevu, c'est de faire en sorte que cette influence de ce qu'on appelle la modernité, cette tendance à une simplification et à une dénaturation, et nous avons essayé donc de les contrer. Par exemple, au niveau de la peinture, au lieu d'utiliser certains matériaux tels que le goudron et qui polluent, on incite toujours donc les communautés à prélever la matière minérale, parce que les communautés ont beaucoup utilisé la roche, puisque les couleurs que nous avons, c'est le rouge, c'est le blanc, et nous avons le violet également, et puis le noir. Donc ce sont les couleurs dominantes. Et on les invite donc à utiliser soit des espèces végétales, soit des espèces, soit les minérales pour pouvoir donc continuer. Et ce qu'il faut noter comme spécificité de la cour royale de Tchébélé, c'est comme je le disais, c'est une cour où les femmes rivalisent. En fait, lorsqu'on parle de notion d'artiste, c'est là-bas et les cours constituent en réalité des tableaux sur lesquels chaque femme essaie de montrer, d'abord raconter son histoire, parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont trait au mythe, également raconter leur vécu et leur savoir. Vous savez, en Afrique, d'une manière traditionnelle, on avait plusieurs façons pour la femme parfois de se libérer. Et vous verrez par exemple dans la cour royale, vous avez des meules. Et traditionnellement, la femme, lorsqu'elle ne s'entend pas avec son mari ou bien des membres de la famille, et lorsqu'elle veut exprimer, il suffisait qu'elle se mette au niveau donc de sa meule, qu'elle commence à écraser et elle chante. Elle dit tout ce qui ne lui plaît pas. Et personne donc n'a le droit éventuellement d'en tenir compte. Et ça permet à l'homme, s'il est là assis, de voir. On lui transmet de toute façon. Exactement, il l'écoute. Et puis bon, s'il doit changer, il changera. Si c'est ça, la belle famille aussi qui doit changer, la belle famille aussi changera. Donc c'était l'espace consacré pour la femme de pouvoir donc libérer tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et dans la cour royale de Tchébélé, vous avez cela à l'intérieur. Et à l'extérieur, comme je le disais, ce sont des toiles et
les façades donc des maisons constituent des toiles pour les femmes où elles essaient donc de dessiner, de reproduire des œuvres d'art. Et c'est ces savoirs extraordinaires qu'on a essayé de valoriser. Mais ces savoirs, justement, est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'il y a encore des détenteurs qui peuvent faire ce genre de dessin et faire ce genre d'interprétation? Oui, il y a toujours des femmes qui le font. Donc ça nous fait passer du patrimoine culturel dit matériel au patrimoine culturel immatériel. Oui, en fait, c'était même un des attributs majeurs et nous avons... Et pendant la session, nous avons voulu, et il y a un pays même qui avait voulu forcément qu'on inscrit sous les critères 6. Parce que le critère 6 est connu pour être donc les critères immatériels, quelque chose qui fait la jonction entre le passé et le présent. Mais ce qu'on oublie souvent aussi au niveau de la convention, c'est que le critère 3 également est un critère immatériel. Oui, et c'est ce critère 3 que nous avons utilisé donc pour pouvoir inscrire. Effectivement, l'attribut majeur de la Cour royale de Tchibélé, c'est son patrimoine immatériel. Déjà sur les techniques de construction, ensuite sur les techniques de décoration, mais pas les caractères palatial. Les caractères palatial également où le roi essaie donc d'ester pour pouvoir juger et autres. Donc ce sont ces différents éléments qui constituent. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la Cour royale de Tchibélé, c'est construit en matière périssable. Et c'est la terre, le banco qui est généralement utilisé. Donc si on ne s'était pas fondé sur les savoirs, les techniques de construction, c'était difficile de parler à ce moment d'authenticité, puisque ce type de matériaux, il faut les renouveler régulièrement. Une maison, si elle a trop duré, c'est à peine 5 à 6 ans. Et surtout, pour ce qui est de la peinture, chaque année, il faut renouveler pour la peinture pour qu'elle soit fraîche. Donc, c'est la technique qui constitue l'attribut majeur. Et c'est cette technique-là aussi, comme vous êtes déjà expert en la matière, c'est cette technique, donc c'est un patrimoine culturel immatériel. Oui, oui, tout à fait. C'est un patrimoine immatériel. Et comme patrimoine immatériel, au Burkina Faso, on en voit beaucoup. Nous sommes sur Ifriqiya FM, Trésor d'Afrique, invité aujourd'hui Léonski qui nous parle du Burkina Faso. On a parlé du patrimoine matériel, culturel matériel.
la jonction entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, qui se trouve totalement dans la cour royale qui a été inscrite sur les listes du patrimoine mondial. Mais en tant que patrimoine matériel, le Burkina Faso n'a pas beaucoup d'éléments. Pourtant, c'est parce qu'il manque des vêtements, des tissus vraiment uniques en leur genre et emblématiques, de la cuisine particulière, des festivals. Et malgré tout, nous avons un seul élément qui est inscrit. Moi, je dirais que c'est plutôt du courage de pouvoir ne pas inscrire, de pouvoir choisir avec sagesse un élément et le mûrir pour pouvoir l'inscrire alors qu'on est entouré par le patrimoine d'Afrique au Burkina Faso. Pour ce qui est du Burkina Faso, il faut dire que la situation, elle est un peu, j'allais dire problématique, si je peux utiliser l'expression, parce que du reste paradoxal. Parce que en matière de facilitateurs, le Burkina Faso en Afrique est l'un des rares pays à avoir le maximum de facilitateurs. Et nous avons au moins 5 facilitateurs qui sont membres donc du réseau international. Et nous participons au renforcement des capacités des gens un peu partout, et pour pouvoir inscrire des éléments sur la liste. Mais effectivement, paradoxalement, nous n'avons qu'un seul élément. Et cela est dû au fait que peut-être que notre approche, c'est que nous voulons toujours que ce soit cette communauté qui vienne exprimer donc les besoins. Donc, c'est vouloir que l'initiative quitte la base vers le sommet. Et nous venons de terminer un programme tout dernièrement où déjà avec les facilitateurs, nous avons renforcé les capacités donc de certains acteurs qui sont devenus des facilitateurs nationaux, 12 facilitateurs qui à leur tour ont formé donc des gens. Et nous espérons qu'à partir de là, les communautés pourront soumettre des éléments. Moi, je peux vous dire, pour connaître bien le problème, que c'est vraiment un travail de maître. C'est méthodique, c'est bien réfléchi, et c'est ce qu'il fallait faire par tous les pays. Comme nous ne pouvons pas nous-mêmes nous jeter la fleur, mais effectivement, c'est de faire en sorte, en tout cas, que l'inscription soit l'expression donc des communautés. Puisque chez nous, et en utilisant l'expression balafon, en fait, le balafon même, c'est une mauvaise transcription, puisque balan, c'est l'instrument en djoula, et qui est le xylophone, et puis fort, ça veut dire jouer. Donc, en fait, le balafon, c'est jouer un instrument qui s'appelle le balan. Le balan. Donc, balanfon. Donc, on devrait même plus dire encore le son du balafon ou bien jouer le balafon. Voilà, parce que ça se trouve, exactement, oui, ça se trouve. Et ça se trouve dans plusieurs langues que nous ne maîtrisons pas. Nous rajoutons un mot qui existe déjà dans le nom. C'est comme le Bolchoï pour dire le théâtre du Bolchoï. Ah, voilà. Donc, c'est effectivement ça. Mais la mauvaise transcription a suivi. Donc, nous ne pouvons plus changer grand chose. Donc, comme je le disais, le balafon, et c'est l'expression qui est utilisée donc dans la sous-région, et nous avons le Kolentan qui est l'appellation donc du balafon en Indonésie. Donc c'est pour cela qu'on a les deux noms ainsi mis ensemble et qui a amené donc à la modification du nom. Au lieu que ce soit les pratiques expressions liées au balafon, on a appris donc les pratiques expressions liées au balafon et au Kolentan. Et le choix du balafon par rapport à tout ce qui existe autour de nous comme patrimoine au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Niger, pourquoi on a choisi spécialement le balafon? C'est quoi la particularité de balafon? Est-ce que c'est un instrument mythique? Oui, le balafon est un instrument mythique parce que lorsque nous prenons déjà l'histoire des royaumes qui existaient, l'un des grands royaumes qu'on a connu éventuellement, c'est l'Empire du Mali. Et l'Empire du Mali, lorsqu'on parle donc de Soumaoro Kanté, on remonte à quel siècle avec l'Empire du Mali? Pratiquement au XIIIe siècle, puisque la bataille de Kirina a lieu en 1255. Donc nous avons les balafons qui étaient là, et même au niveau de la Guinée, dans le cadre donc de l'ancien programme Les chefs-d'œuvre, a le Sosobala. Donc qui se trouve sur la liste. Donc c'est un instrument de musique assez emblématique et assez donc légendaire dans la sous-région.
Mais aujourd'hui également, c'est toujours utilisé dans le cadre des cultes. Par exemple, quand je prends pour certaines cérémonies culturelles, il faut impérativement donc le balafon. Et quand on prend pour certaines pratiques de masques, il faut le balafon. Et même dans les activités de régissance. Donc le balafon est omniprésent dans beaucoup de communautés, surtout les communautés donc et Sénoufo, Boaba et ainsi de suite, qui sont partagées, les communautés ethniques et qu'on retrouve au niveau du Burkina Faso, du Mali et puis Burkina Faso, Mali et puis Côte d'Ivoire, et en partant jusqu'en Guinée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets en cours actuellement. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans un proche avenir comme inscription de la part du Burkina Faso? Comme je le disais, il y a des communautés qui ont déjà proposé un élément. Sachant qu'il y a un élément par an, donc il faut choisir la communauté. Voilà. Bon, comme on l'a dit, l'idée c'est que ce soit les communautés elles-mêmes qui fassent les propositions. Nous avons la parenté à plaisanterie qui sera proposée donc l'année prochaine et sur plaît à Dieu. Il y a les communautés également, puisque nous avons un chapeau également assez emblématique qu'on appelle le chapeau de Saponais. Les communautés ont également touché le ministère en charge de la culture pour pouvoir élaborer une candidature. Donc tout pour les années à venir. Et je pense que avec la sensibilisation et autres qu'il y a, on aura donc assez de dossiers. Donc c'est vrai on aura au moins un élément, mais avec la possibilité également des inscriptions transnationales. Oui, et nous dossier commun. Voilà, donc nous étions en train de parler tout de suite de l'Attiéké. Il est fort probable, ou bien que ce soit l'Attiéké ou bien que ce soit le tissage, que le Burkina Faso s'associe à la Côte d'Ivoire pour pouvoir donc, en plus d'avoir un élément national, il y a de fortes chances qu'on ait un élément international. Il peut même en avoir plusieurs des internationaux. C'est ça l'avantage de la liste commune. Oui, voilà, exactement. Donc, nous sommes dans cette dynamique et puisque mon association s'occupe essentiellement des masques, nous avons déjà eu plusieurs discussions avec les communautés de masques du Bénin et du Togo et de la Côte d'Ivoire. Donc, d'ici à 2-3 ans, nous aurons une candidature commune également sur les masques. J'espère qu'on aura une suite de tous ces projets du Burkina Faso. En attendant, moi j'ai été très contente de vous rencontrer, d'avoir un brin de discussion avec vous. Je souhaite vraiment qu'un jour on puisse vous recevoir en Algérie. Que Dieu nous montre ces jours et encore merci donc pour cette page assez intéressante qui permet de découvrir le patrimoine. Parce que généralement nous parlons de patrimoine mais nous oublions un aspect qui est très important. La conservation, la sauvegarde passe par la communication. Tant que nous avons cette plage pour pouvoir faire découvrir, ça permet donc de se mettre ensemble pour pouvoir mieux le protéger. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage et que la grâce d'Allah vous accompagne dans votre travail. Merci beaucoup. On était donc avec le Léonski du Burkina Faso. Nous avons parlé du patrimoine burkinabé. Je vous souhaite à vous aussi une bonne semaine. Prenez soin de vous et de votre patrimoine. Le pays des hommes de terre, le pays de la paix, le pays de la joie. Burkina Faso, Waio, Burkina Faso, Inanio, Burkina Faso. Dole pasano ngamam, biwati kulumogo, mosu sabobo tenwa. Burkina Faso, yamlewa bela benwa, sino bela benwa, adenongolom bela benye. Burkina Faso, Waio, Burkina Faso, Inanio, Burkina Faso. Femme d'Afrique, femme d'ailleurs, femme de mon pays. L'amour n'a pas de frontières, quel que soit ton pays, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, malgré nos différences, I love you, baby. Voilà la méthode, non, mais. Fukum se suga tu sakame yel mam tunda matabemya tinon lam ya sutu tinon lam ka digriye ale ban ka fune ramye ale ban ka no de ne ramya tinon lam ya sutu tam tela yungi pitoroma tam sinne taro ko yelowa tam sura pa samzanga tam kantara mam samanye tam nangam wata tela tiga
balin sobagi mamdulle muwatatu yala twaga balin